L'actualité à la une ce matin, c'est parti pour la campagne agricole 2013-2014. Cette année, l'objectif céréales se fixe à 5,5 millions de tonnes. Le gouvernement promet des mesures d'accompagnement. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis la BCEAO et les établissements bancaires de l'UEMOA pour la bancarisation. Les deux parties se sont rencontrées à Dakar pour faire le point des mesures en cours. La répercussion de la baisse des taux en 2012 sur les clients est au centre des débats. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Le gouvernement attend plus de 5,5 millions de tonnes de céréales pour la campagne 2013-2014. Le riz et le maïs devront être les principales composantes au cours de cette édition. Nous allons revenir sur le reportage, mais en attendant, le ministère de l'Agriculture se félicite du bilan de la 16e édition des Journées nationales du paysan. La rencontre tenue du 25 au 27 avril 2013 à Banfora a permis de prendre des engagements au profit du monde paysan. Le comité national d'organisation a rencontré la presse mercredi. Pour en parler, c'est Sylvestre. Satisfait du comité d'organisation de la 16e édition des JNP, les Journées nationales du paysan. Le comité se félicite de la bonne tenue et de la réussite des différentes activités au programme de cet événement qui s'est tenu du 25 au 27 avril à Banfora autour du thème « Sécurité alimentaire et résilience des populations ». Entre foire agro-silvo-pastorale et visite des fermes avicoles, les 1200 acteurs du secteur rural venus des 13 régions et tous les exécutifs ont palabré à travers forats, conférences et ateliers pour un meilleur avenir de l'agriculture burkinabé. La journée du samedi 27 avril a consacré l'entretien direct entre le président du FASO et les producteurs. Toutes ces activités ont abouti à des décisions, des engagements et des recommandations. Il s'agira de promouvoir les aménagements hydro-agricoles, d'adopter et d'appliquer les nouvelles technologies et de mettre en place une caisse nationale de dépôt et investissement au profit des producteurs. La tendance actuelle est de doubler la production agricole d'ici à 2025 et multiplier le niveau de la production par 5 à l'horizon 2050. Nous avons, dès l'adoption de la décision d'organiser la JNP, il y avait environ un mois pour que le comité d'organisation puisse s'activer. Et je pense qu'ils ont abattu un travail tout à fait, j'allais dire, appréciable, qui a permis vraiment à la JNP de se tenir. Mais il y a aussi le contexte où plusieurs ministères du développement rural, c'est-à-dire les ministères en charge du dossier comme on dit, ont connu devaient se réorganiser suite à des scissions, des fusions. Là aussi il y avait un travail qui était fait parallèlement et ce n'était pas de nature à faciliter les choses, mais je pense que l'essentiel a été fait. Les hommes des médias, à cette rencontre bilan, ont été très prolifiques en question. Si certaines de leurs préoccupations ont reçu des éclaircissements, d'autres restent en suspens. Ce sont entre autres les questions du thème et du lieu de la prochaine édition des JNP, celle de la création d'un secrétariat permanent des JNP, la faisabilité de la mise en place de la banque de dépôt et investissement et ce qu'il en est de la proposition de faire des JNP un événement biennal. Mahama Zungrana rassure que le gouvernement partage également ses préoccupations. Un comité de réflexion a d'ailleurs été mis en place. Ce comité a 10 jours à compter du Conseil des ministres du mercredi 22 mai pour faire des propositions et les soumettre à l'appréciation du ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire qui les transmettra au Conseil des ministres. Les producteurs, quant à eux, pourront aussi faire un tour à la 4e foire de l'INERA pour se procurer de la semence. Ce sont des semences maraîchères, fruitières améliorées. Elles permettent d'améliorer la productivité et assurer la sécurité alimentaire. Nathalie Sawadogo. En 2015, si rien n'est fait, nous serons à 450 000 tonnes par hectare de riz importé. Ça vaut l'équivalent de 150 milliards de francs CFA. Donc pour un budget burkinabé, c'est excessif. Et pour y remédier, le gouvernement burkinabé a anticipé. Pour lutter contre l'insécurité alimentaire, il a initié une nouvelle approche qui est la conjugaison des efforts de tous les ministères en charge du développement rural. Du gouvernement, il y a beaucoup d'innovations dans l'approche même du développement agricole. Premièrement, comme vous le savez, il y a le soutien aux producteurs à travers justement la subvention des semences améliorées, la subvention des intrants comme l'engrais, n'est-ce pas?
Et également, il y a en fait sur l'effort d'aller vers une intégration du développement du monde rural. Vous voyez avec moi aujourd'hui tous les ministres du développement rural. C'est une approche nouvelle parce que nous pensons que c'est en intégrant nos efforts, c'est en nous mettant nos efforts en synergie que nous pouvons justement réussir à résoudre le problème de la production agricole. Cette 4e édition de la foire aux semences améliorées met l'accent sur les semences maraîchères et fruitières. La particularité de cette 4e édition réside dans le fait que nous avons un thème qui est très spécifique. Les autres fois, on parlait de variétés de semences améliorées. Cette fois-ci, nous traitons de la question des variétés de semences améliorées, maraîchères et fruitières. Parce que le Burkina, pour tout l'espace CEDEAO, a été choisi pour travailler sur les technologies qui vont permettre à l'oignon, à la tomate et à la mangue, donc d'être performantes. Durant 72 heures, un panel est organisé pour permettre aux différents acteurs de la filière sémencière de mieux comprendre les arguments du gouvernement. De leur adhésion dépend la réussite du programme. Un programme qui doit permettre de fournir aux Burkinabés et aux autres habitants de la sous-région des aliments de qualité en quantité suffisante. À l'occasion, les ministres en charge du développement rural ont posé la première pierre de la boutique des semences améliorées de l'INERA. Le Premier ministre dans les locaux de Radio Bassi. Cette radio basée à Zinyari a pour mission d'informer et de participer au développement de la localité. Le chef du gouvernement a donné conseil au personnel. Nyarkiteda. Radio Bassi de Zinyari reçoit le chef du gouvernement. Béon-Luc Adol Tiaou y était pour s'enquérir des réalités de travail de cet organe de presse privée et qui fait la fierté de la région du plateau central. Le Premier ministre a visité toute la chaîne technique de cette station au service du développement de la localité. Avec explication du fonctionnement de la radio à l'appui, l'ordre du jour a été tout simplement édifié et salue le travail fait par les animateurs qui y travaillent. Aujourd'hui, Radio Bassi a fait ses preuves en tant qu'instrument de communication efficace pour accompagner le gouvernement dans sa politique de développement. Certes, c'est une radio privée, plus ou moins commerciale, mais je crois qu'elle n'a pas perdu de vue sa mission de service public. Donc je suis très content, je viens de voir, de visiter cette radio. C'est modeste, mais c'est efficace. Je crois que c'est ça qui est le plus important. C'est un visiteur de taille que Radio Bassi reçoit ce vendredi 24 mai, dira son directeur, qui estime que cette visite honore la station à plus d'un titre. Ça n'arrive pas tous les jours. Quand on reçoit une radio modeste comme la nôtre, la visite du premier responsable du gouvernement. Et donc nous disons merci à Monsieur le Premier ministre et à sa délégation qui l'a accompagné. Et nous disons merci également aux promoteurs pour avoir cru à cet outil-là de communication au service du développement. À la faveur de cette visite, des doléances ont été présentées au Premier ministre qui promet les examiner afin d'apporter son soutien à cette radio pour qu'elle continue de jouer pleinement son rôle d'instrument sûr de communication, d'éducation, de sensibilisation et d'éveil de conscience. Le président de l'Assemblée nationale, lui, soutient la formation. Il est le grand soutien de cette formation à l'endroit des documentalistes, archivistes et bibliothécaires. L'activité marque les 72 heures du gestionnaire de l'information documentaire, Anna Lucikiri. Pendant 72 heures, les gestionnaires de l'information documentaire échangeront autour de la politique nationale des archives, de la politique nationale du livre, de la signature électronique, du rôle des associations de l'écrit et de leur métier. Nous avons voulu travailler au cours de ces 3 jours pour pouvoir montrer aux gens que l'information documentaire, ce n'est pas ce que les gens pensent parfois à tort. L'information documentaire, c'est toute cette richesse de savoir qui sont dans nos différents services que exploiter à bon escient permet de développer, d'atteindre l'objectif des services sans lesquels la réalisation des objectifs des différents services ne peut pas être atteinte. Le président de l'Assemblée nationale et parrain des 72 heures de l'association burkinabé des gestionnaires de l'information documentaire, la BGID, a également insisté sur l'importance de la documentation et sur le thème des journées. C'est à vous, archivistes,
documentalistes et bibliothécaires, que revient la noble et lourde mission de combler l'absence de mémoire dans notre administration. En choisissant de réfléchir sur les thèmes place et rôle de l'information documentaire dans le développement économique, social et culturel d'une nation, vous allez discuter sur les problématiques de la gestion de l'information documentaire. Soyez des femmes et des hommes de communication, comme l'a dit l'éminent archiviste Jean Favier, afin de rendre l'information plus accessible aux lecteurs. Les premiers responsables de la Bégide ont saisi cette opportunité pour décerner des certificats de reconnaissance au quotidien citoyen et à certaines personnalités qui ont toujours accompagné l'association depuis sa création en 2004. Il s'agit du maire émérite de Ouagadougou, Simon Komporé, et de leur parrain, Sungalo Apollinaire Ouattara. En plus de l'Assemblée générale, qui est prévue pour ce samedi, les gestionnaires de l'information documentaire adopteront un code de déontologie qui sera leur document d'éthique et qui permettra à chacun de savoir ce qui est permis et ce qui est interdit dans leur métier. Pour sa tournée de prise de contact avec les autorités, le chef de file de l'opposition était chez l'archevêque de Ouagadougou. Zéphirin Diabri est allé présenter ses ambitions et demander la bénédiction. Nyarkiteda. Le chef de file de l'opposition burkinabé chez le père de l'église catholique de Ouagadougou. Zéphirin Diabri est allé présenter à l'archevêque le rôle et l'importance de son institution dans le paysage politique de notre pays. Nous sommes opposants parce que nous avons des divergences avec ceux qui sont aujourd'hui la majorité. Ces divergences-là ne sont pas des questions de personnes, ce ne sont pas des haines personnelles, c'est des différences de point de vue sur la manière qui serait la bonne pour gouverner notre pays et au profit donc de ses populations. Zéphirin Diabri dit diriger une opposition républicaine attachée aux valeurs de la paix. Et cette visite de courtoisie et de respect se veut une occasion pour demander bénédiction et prière auprès de l'archevêque. Nous avons évoqué la question de la paix, œuvrer pour la paix. L'opposition n'est pas là seulement pour la contradiction et la casse, mais pour contribuer au bien commun. Et dans ce sens, nous devons travailler pour la paix, œuvrer pour la paix. Pour nous croyants, la paix est un don de Dieu. C'est pour cela que nous n'aurons de cesse de prier pour la paix. Mais la paix reste le fruit des efforts de tous les hommes. Alors l'Église, par nature, est apolitique. Mais pour tout ce qui concerne le bien commun, le bien de l'homme, nous sommes partants et nous offrons notre disponibilité à toutes les institutions qui ont la mission d'œuvrer pour le bien de Burkina Faso. L'archevêque a prié pour la santé et la paix dans les cœurs et dans les esprits pour que triomphe la démocratie au Burkina Faso. La démocratie, le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Je vous le disais en titre, le gouvernement attend plus de 5 millions de tonnes de céréales pour le compte de la campagne 2013-2014. Le riz et le maïs seront les principales composantes. Ce sont les objectifs annoncés hier à Kourga, au centre-sud, au cours du lancement officiel de la campagne agricole. Ernest Kambiri. Par ce coup de tracteur, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire lance officiellement la campagne agricole 2013-2014. Une campagne qui va se reposer sur le développement des aménagements hydro-agricoles et de l'irrigation de compléments pour la résilience des populations rurales. Ce qui permettra, selon le ministre en charge de l'agriculture, d'atteindre les objectifs de production fixés à 5 500 000 tonnes de céréales tirées par le maïs et le riz. Ces objectifs de production seront réajustés lorsque nous allons avoir des informations beaucoup plus précises en termes de prévisions saisonnières pluviométriques. Donc lorsque le SILS et l'ACMAD vont communiquer les prévisions de la campagne, nous allons nous asseoir encore avec les acteurs pour regarder ça. Mais les objectifs de 5 500 000 tonnes, ce n'est pas trop. Si l'année passée, nous avons eu 4 800 000 tonnes en termes de production avec une bonne pluviométrie, aujourd'hui encore, si nous avons les mêmes conditions pluviométriques, nous pouvons quand même faire un saut pour atteindre 5 500 000, ce qui n'est pas vraiment un objectif irréaliste. Pour atteindre un tel résultat, le gouvernement a pris des mesures pour soutenir et accompagner les producteurs.
Ainsi, pour 2013-2014, 8600 tonnes de semences toutes spéculations confondues et 14 millions de boutures de manioc et de patates douces pour un montant de 5 milliards 786 millions de francs CFA seront mis à la disposition des producteurs à 1000 francs CFA le kit. Cette année, la particularité, c'est vraiment une revue de fond en comble sur les mécanismes de distribution de ces intrants et équipements agricoles de telle sorte que ça puisse vraiment profiter au public bénéficiaire. Donc c'est pour cela que à partir des différentes provinces, le matériel vraiment pourra être ventilé en faisant appel à certains acteurs du privé, mais aussi en responsabilisant les agents au niveau village, les présidents CVD et les responsables des chambres régionales d'agriculture au niveau village, pour faire en sorte que la distribution de ces outils, la distribution de ces intrants puisse se faire de façon transparente. Avant de revenir de long en large sur les préparatifs de la campagne agricole avec les journalistes, le ministre de l'Agriculture, accompagné par ses homologues de la promotion de la femme et du genre et de celui des infrastructures et des désenclavements, a visité une exposition de matériel d'irrigation sur le site de Kourga qui a accueilli le lancement de la campagne agricole. Et c'est également avec intérêt qu'ils ont suivi cette simulation d'irrigation de complément qui a précédé le coup de fossile de cette récolte de riz qui marque la fin de la campagne sèche 2012-2013. Autre temps fort de la cérémonie de lancement de la campagne agricole, cette remise symbolique d'intrants et de matériel agricole qui traduit si besoin en était la volonté du gouvernement burkinabé de soutenir et d'accompagner la production agricole. Autre point de l'actualité, ce matin, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest face aux banquiers de la sous-région. La rencontre vise à promouvoir la bancarisation dans l'espace UEMOA. Les échanges ont porté sur la répercussion de la baisse des taux opérés par la BCEAO en 2012 sur la clientèle. Arthur Ouedraogo, Drissa Séré. Le gouverneur, les deux vice-gouverneurs, le secrétaire général de la commission bancaire, les directeurs nationaux, tous étaient présents pour échanger avec les présidents des associations professionnelles des banques et établissements financiers APBF. L'enjeu principal était de savoir quelles conséquences les banques et établissements financiers de l'UEMOA ont tiré de la décision du Conseil des ministres de décembre 2012, ramenant de 75% à 50% la quote-part des ressources stables que les établissements de crédit doivent mobiliser pour financer leurs emplois à moyen et long terme. La non-perceptibilité des effets induits préoccupe les autorités de la Banque centrale. Lorsque nous baissons les taux, nous estimons que ces taux doivent être répercutés sur les taux faits à la clientèle. Parce qu'il s'agit tout simplement de créer des conditions d'un financement beaucoup plus important en abaissant les taux et en permettant aux uns et aux autres d'accéder au crédit bancaire. Il est évident que les banques, puisque les ressources qu'elles ont auprès de la Banque centrale baissent du point de vue prix, il est évident qu'elles doivent pouvoir faire également la même chose pour leurs clients. Les présidents des APBF ont pris note de la nécessité pour les établissements de crédit de tirer le meilleur parti des capacités accrues de financement mises à leur disposition. La Banque centrale est dans son rôle d'impulser des dynamiques, de donner des orientations politiques et de les mesurer et s'assurer que ces politiques-là sont mises en œuvre concrètement sur le terrain. Le communiqué final a résumé la quintessence de cette concertation entre la Banque centrale et les banques primaires. Le gouverneur de la BCEAO et les présidents des APBF ont également échangé sur les mesures additionnelles à mettre en œuvre dans les États membres de l'UEMOA, en vue notamment de réduire la tarification des services bancaires et en particulier le coût du crédit. Dans ce cadre, l'accent a été notamment mis sur la nécessité pour les établissements de crédit d'adopter des stratégies innovantes et ciblées pour diversifier l'offre de services financiers et tirer profit des facteurs d'échelle pour réduire leur tarification. Les APBF ont été informés de la mise en œuvre d'importants projets initiés par la Banque centrale pour approfondir le marché des titres publics et renforcer l'infrastructure financière de l'UEMOA. C'est au tour des gestionnaires de Dori de recevoir la Cour des comptes. Là aussi, Nyoumoutie Traoré et ses collaborateurs ont sensibilisé les concernés sur la gestion des deniers publics. Aboubakar Sagnon. La gestion des finances publiques a des règles qu'il faut respecter et appliquer afin de rationaliser l'action de l'État. C'est l'un des messages forts que la Cour des comptes a adressé aux administrateurs des deniers publics de la région du Sahel.
Les fonds qu'il gère sont en partie constitués des impôts et taxes payés par les citoyens et cet argent doit être géré en toute transparence. À travers donc cette rencontre, la juridiction supérieure de contrôle de l'État veut surtout doter les financiers du Sahel des meilleures méthodes et techniques de gestion des richesses du pays. Toute chose qui permettra à la juridiction de mieux accomplir sa mission. La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sanctionne les fautes de gestion, déclare et appure les gestions de fait. Au niveau de sa mission de contrôle non juridictionnel, ce qui s'apparente un peu au contrôle administratif, la Cour des comptes contrôle les gestions des ordonnateurs de façon générale. Chaque année, la Cour des comptes contrôle l'exécution des lois de finances et produit un rapport à l'adresse de l'Assemblée nationale. Pour les gestionnaires, cette session de travail permettra de minimiser les risques de gestion. Je pense que il y a certains éléments souvent qui manquent. Je pense que c'est l'information souvent qui fait que il y a des erreurs dans l'exécution des tâches. Mais à l'issue peut-être en tout cas de cette journée de rencontre, je pense que il y a certains points d'ombre qui seront levés. Au-delà de l'aspect financier, la rencontre de Dori a aussi permis aux gestionnaires de mieux connaître la Cour des comptes, sa composition, son fonctionnement et surtout ses différentes procédures. Des jeunes de l'Ouest pourront désormais entreprendre grâce au fonds d'appui au secteur informel. Ils ont reçu leur chèque mardi dernier à Bobo-Dioulasso. Explication, Sidiki Milogo, Karim Sissé. Promouvoir l'auto-emploi dans le secteur informel en favorisant l'accès au crédit aux personnes porteuses de projets rentables et créateurs d'emplois. C'est une des missions du Fonds d'appui au secteur informel FASI. Pour ce faire, ce sont des chèques d'un montant de 150 000 à 1 500 000 francs CFA qui ont été octroyés à 151 promoteurs de la boucle du Mouhoun, des Cascades, du Sud-Ouest et des Hauts-Bassins. Ce qui devrait apporter une bouffée d'oxygène pour la prospérité des affaires de ce dernier. C'est le sentiment de joie et de fierté d'avoir accès à ce crédit, tant convoité par tant de personnes, que j'ai eu ça ce matin. Je suis très content. Et cette somme-là, en tout cas, je vais prospérer mon commerce qui était en baisse de régime et je vais pouvoir réaliser beaucoup de choses et en tirer profit du montant qui m'a été donné. La première responsable du FASI invite les bénéficiaires à une utilisation efficiente des ressources. Nos attentes, c'est surtout que les promoteurs prennent conscience qu'ils sont vraiment le moteur, l'acteur principal de leur développement. Parce que s'ils prennent les prêts, qu'ils les utilisent à bon escient, ils mènent des activités rentables, ils pourront améliorer leurs conditions de vie et ils pourront rembourser aisément. Voilà, donc je les exhorte vraiment à faire bon usage des fonds mis à leur disposition et rembourser surtout les financements pour pouvoir pérenniser l'action de financement du FASI. L'étape de Bobo-Dioulasso est la première d'une série qui permettra de sillonner les 13 régions du Burkina. Pour mémoire, c'est en 1998 que le FASI a été mis en œuvre par le gouvernement pour favoriser l'auto-emploi et lutter contre le chômage qui frappe la frange la plus importante de la population, à savoir les jeunes. Retour sur la visite du directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Avec cette rencontre avec les ministres en charge de l'éducation du Burkina, ils ont ensemble fait le point de la coopération entre l'institution et le Burkina Faso. Marguerite Douaniou. L'éducation, les sciences, la culture sont les domaines de prédilection de l'ISESCO et qui, au Burkina Faso, bénéficient de l'accompagnement de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Un partenariat stratégique qui se manifeste à travers des appuis financiers à des institutions, projets et associations. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a fait le point des acquis de cette coopération et salué le dynamisme de l'ISESCO malgré le contexte de crise que connaît le monde arabe. L'éducation pour tous et l'alphabétisation font partie des priorités de l'organisation qui entend à l'avenir s'intéresser davantage à la scolarisation des filles. L'ISESCO accorde une grande importance à l'enseignement des filles puisque c'est une
couche sociale des élèves et des étudiants qui n'a pas toujours l'attention qu'elle mérite, et surtout dans les zones rurales. L'ISESCO accompagne l'enseignement supérieur et la recherche scientifique à travers la formation essentiellement, et parmi les acquis, une bibliothèque à l'université de Ouagadougou. La culture n'est pas en reste dans cette coopération. La valorisation du patrimoine est l'une des priorités de l'institution, dont le Musée national bénéficie régulièrement de soutien financier. L'ISESCO entend poursuivre ses efforts et a même déterminé d'autres priorités, telles les énergies renouvelables qui pourraient être un secteur de choix dans ses futures interventions au Burkina Faso. Badjiri encourage donc les projets dans ce sens. Dans les établissements, le club 25 de Koupéla est en marche. Des jeunes se donnent pour mission de donner le sang au moins 25 fois avant leur 25e anniversaire. Ils veulent aussi sensibiliser leurs camarades élèves à faire autant. Estelle Judith Assogba. Aussitôt installés, ces jeunes membres des clubs 25 des lycées Kourita, municipal et Saint-Philippe passent à l'acte. Ils donnent leur sang pour sauver des vies humaines. Ces élèves s'engagent à le faire au moins 25 fois avant leur 25e anniversaire. Ils doivent aussi expliquer à leurs camarades et à la population du Kourita la nécessité et l'utilité du don de sang bénévole. Nous rentrons dans notre période difficile, là où les enfants de 0 à 5 ans ont beaucoup besoin du sang, alors que les meilleurs donneurs qui sont les élèves sont en train de rentrer en vacances. Donc l'installation du concept Club 25, qui est d'inciter la jeunesse à donner 25 fois de son sang, va permettre les élèves de mobiliser la population un temps soit peu pour collecter du sang au sein de la province au profit des malades de Koupéla. L'opération prévoit 100 poches de sang, une quantité qui viendra améliorer l'offre au niveau du centre médical avec antenne chirurgicale de Koupéla. L'installation de ces clubs 25 nous sera d'une grande utilité si tout vraiment ces 25 élèves de ces 3 différents établissements arrivent à donner leur sang et à mobiliser d'autres personnes également pour donner leur sang. Vraiment, je pense que ça sera d'un grand apport dans la qualité des soins que nous offrons ici au CMA de Koupéla. Cette action est salutaire, mais nécessite un soutien matériel et financier. Plan Burkina s'engage alors à accompagner ces jeunes. Séance tenante, cette ONG offre à chaque club des gadgets, des affiches et une enveloppe de 100 000 francs CFA pour le démarrage de leurs activités. Les intervenants à la cérémonie saluent et félicitent l'association SOS 100 pour cette initiative. Ils invitent par ailleurs ces jeunes à s'armer de courage et de volonté pour réussir leur mission. Les clubs 25 de Koupéla constituent le 51e club installé par SOS 100, une association dont l'un des objectifs est de promouvoir le don de sang bénévole. Son ambition, c'est d'étendre ses actions sur l'ensemble du pays. Le Burkina veut réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Pour y arriver, un projet se charge de la revue. 5 pays africains sont concernés. C'est Sylvesta. La région des Hauts-Bassins est le site retenu par le Cora Africa de Burkina Faso pour la mise en œuvre du projet Amprolet, le projet d'appui à l'amélioration durable de la productivité et de la compétitivité des filières laitières bovines en Afrique de l'Ouest et du Centre. À Bobo Dioulasso, la coordination du projet et les acteurs impliqués dans le secteur de l'élevage et de la filière lait venus de 5 pays d'Afrique pour le lancement du projet vont échanger et s'accorder sur les objectifs du projet. Il s'agit de trouver les voies et moyens pour une amélioration durable de la productivité et de la compétitivité de la production laitière des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Vous savez très bien que dans notre pays, la question de la production laitière est une question qui est éminemment importante parce que les besoins des populations sont énormes alors que la production n'arrive pas à couvrir ses besoins. Le pays importe excessivement de produits laitiers, de lait et de produits laitiers. Donc l'un des objectifs de ce projet, c'est améliorer la compétitivité et la productivité de la production laitière. Au cours des 4 jours que vont durer les travaux, il est attendu des participants du dévouement et de l'engagement pour une mise en œuvre performante du projet Amprolet en Afrique.
À l'étranger, Christine Lagarde échappe à la mise en examen dans l'affaire Tapie. La directrice générale du Fonds monétaire international est retenue comme témoin assisté. Elle doit s'expliquer sur son rôle dans l'arbitrage de cette affaire. Christine Lagarde échappe à la mise en examen dans l'affaire Tapie, en tout cas pour l'instant. La directrice générale du FMI et ex-ministre française de l'économie a été placée hier sous le statut de témoin assisté par les magistrats de la Cour de justice de la République, et ce après s'être expliquée pendant 24 heures hier et jeudi à Paris. J'ai pu fournir des informations afin de démontrer que j'agissais toujours dans l'intérêt de l'État et conformément à la loi. Mon statut de témoin assisté confirme cela, a déclaré Christine Lagarde. L'ex-ministre est dans le collimateur de la justice pour son rôle dans l'arbitrage privé en faveur de Bernard Tapie, à qui 403 millions d'euros ont été octroyés en juillet 2008. L'enquête visant Christine Lagarde avait été ouverte en août 2011 pour complicité de faux et complicité de détournement de fonds. Christine Lagarde rentre aux États-Unis où le conseil d'administration du FMI évoquera le cas de sa directrice générale dans les prochains jours. Un conseil d'administration qui lui a exprimé à plusieurs reprises sa confiance. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir feuilleté en notre compagnie. À demain.